Bonjour chers amis traders, et tout d'abord merci d'avoir acheté la formation S'exposer au succès. Dans cette formation qui est en 3 modules, nous allons voir comment comprendre les mouvements impulsifs, se mettre en position pour optimiser l'accompagnement de ces mouvements lorsqu'ils ont lieu, et bien sûr optimiser ces points d'entrée pour filtrer un petit peu tout ce qui pourrait nous nuire à notre performance. Alors tout d'abord je commence par le traditionnel petit disclaimer. Alors, je vous rappelle que toutes les indications que je peux vous donner, les conseils, ne sont pas des incitations à trader, si vous êtes vous-même responsable de ce que vous faites, et qu'en aucun cas je ne pourrais être tenu responsable de vos résultats, qu'ils soient positifs, je l'espère en tout cas, ou que ce soit des pertes. Alors, on commence tout de suite avec le premier module, comprendre donc les mouvements impulsifs. Tout d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que 90% du temps, le marché est en range. Donc, on peut regarder sur un graphique relativement classique, ce qui se passe. Donc la plupart du temps, on a un prix qui n'oscille pas beaucoup, enfin qui oscille beaucoup plutôt, qui reste dans une espèce de range, puis là, hop, sur ce gamma, on repasse à un nouveau niveau de stabilité, avant de repasser à nouveau sur un autre niveau plus ou moins stable de consensus. Ici, ça recasse, pouf, là on a une belle montée, et on se retrouve à nouveau sur un niveau plus ou moins consensuel, donc avec quelques petits débordements. Voilà, en fait, la bourse, c'est essentiellement ça. Donc, la plupart du temps, on fait des oscillations comme ça. Et puis, parfois, il y a des beaux sursauts gamma où on passe d'un niveau d'oscillation à un autre. Et c'est un peu ces moments-là qu'on va essayer de capturer. En tout cas, là, on peut faire le plus d'argent, tout simplement parce que si on est positionné correctement et que le prix part dans notre sens, eh bien, on va profiter de cette hausse, on n'aura pas du tout cette même amplitude au sein d'un range pour faire une hausse aussi importante. Donc, on a tout intérêt, finalement, à essayer de capter ces mouvements-là lorsqu'ils partent et les accompagner le plus possible. Et dans la mesure où on sait effectivement que le prix a tendance à rester en range un sacré paquet de temps, on va donc soigner correctement ses prises de position d'entrée pour pouvoir en profiter au maximum. Alors je vous propose de commencer par la notion de volatilité. Alors qu'est-ce que c'est que la volatilité? Donc c'est vrai que c'est une caractéristique dynamique d'un marché, ça va indiquer la capacité de mouvement d'un marché bien particulier. Alors, c'est pas une valeur absolue en soi, c'est vraiment en référence par rapport à sa propre historique. On parle de relativité, enfin de volatilité relative. Et donc, chaque marché aura une volatilité moyenne avec des pics et des creux de volatilité donc par rapport à elle. Donc, on dit que la volatilité est faible quand le marché évolue doucement, sans faire de grandes amplitudes. Et au contraire, l'inverse, donc volatilité importante lorsqu'on a vraiment des marchés de très grande oscillation. Donc, c'est le cas ici. Vous voyez, ça se voit essentiellement à la taille des bougies. Lorsqu'on a des petites bougies comme ça, bien resserrées, la volatilité, on va dire, est somme toute normale. Ici, sur cette petite zone-là, elle est même très faible. Et là, lorsqu'on passe une volatilité relativement faible à élevée, voilà ce qui se passe. On a des bougies qui s'allongent et des mouvements de grande amplitude. Et parfois, lorsque cette volatilité est complètement hors de contrôle, on se retrouve avec des bougies de grande amplitude et qui partent soit dans un sens, soit dans l'autre. Le fameux phénomène des portes de saloon qui fait autant de dégâts sur nos portefeuilles. Alors on peut se poser raisonnablement d'où vient cette volatilité. Donc on sait que les chaînes d'infos économiques donnent toujours des raisons plus ou moins techniques ou scientifiques à un mouvement particulier sur un marché, mais elles le font toujours a posteriori. Donc c'est pas vraiment utile pour nous parce qu'on aimerait bien le savoir avant. On peut même avoir la même explication qui va finalement nous donner un justificatif pourquoi on a eu une hausse, et cette même explication aurait pu servir d'ailleurs pour une baisse. En fait, ce qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est qu'il n'y a aucun raisonnement scientifique derrière. La bourse reflète ce que les intervenants voient pour le futur. S'ils estiment en moyenne que l'avenir est radieux, ils vont acheter, c'est pas plus bête que ça. Et s'ils pensent que c'est la cata, un confinement ou je ne sais quoi d'autre, ils vont avoir tendance à avoir peur et à avoir un horizon assez négatif et donc à vendre. Le truc, c'est qu'il y a des esprits un peu tordus qui vont faire exactement l'inverse. Ce qui est bien qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la somme des irrationalités des intervenants qui fait bouger le prix. Et il n'y a rien de scientifique là-dedans, donc c'est pas la peine de chercher plus que ça à expliquer pourquoi on a un mouvement. Ce qui est important pour nous, c'est plutôt d'en profiter. Ce qui est également de vicieux avec la volatilité, par exemple ici, c'est que l'idéal pour se positionner, c'est sur ces zones relativement consensuelles où le prix ne bouge pas beaucoup. Et lorsque le prix se met à partir, je dirais que c'est un petit peu trop tard. Peut-être au tout début, on peut encore tenter le coup, mais lorsqu'on arrive là, ici, prendre position à la baisse ici, c'est aussi se mettre potentiellement en danger par un retour de flamme. Et en sachant qu'il y a finalement peu de volume qui apparaissent ici, sur une bougie, peu de temps pour intervenir, la bougie descend très vite. On n'est jamais à être sûr d'être exécuté à notre prix.
Donc on aura tout intérêt finalement à ne pas se laisser justement déborder par ce phénomène de contagion de volatilité, où finalement quand elle augmente, on a tendance à vouloir la suivre. Il faut mieux avoir un plan propre, précis, avec les points d'entrée, de suivi et de sortie, plutôt que voilà, d'essayer de prendre le train en marche. Donc la volatilité, elle est doublement vicieuse, c'est que lorsqu'elle est là, c'est que la panique est déjà ici, et qu'en plus, elle engendre de la panique, ce qui n'arrange rien et crée un effet boule de neige assez caractéristique, comme on le voit justement ici. Alors maintenant, comment utiliser la représentation de la volatilité, comment l'exploiter sur un graphique de trading? Bon, c'est relativement simple, hein, vous connaissez tous, je pense, les fameuses bandes de Bollinger. Et bien c'est exactement ça, ça va nous permettre de représenter ça. Alors bien sûr, il y a la taille des bougies, hein. On les voit, lorsque la taille augmente, pour une bougie temporelle, on peut en déduire effectivement qu'il y a plus d'échanges, plus de volume, plus de précipitation sur le titre. Maintenant, les bandes de Bollinger, c'est pas mal non plus, parce que, bon, moi j'aime pas trop l'outil à utiliser en trading, parce qu'en fait ça s'appuie sur une théorie qui s'appelle la loi normale, donc distribution normalienne des prix, ce qui n'est pas du tout le cas en trading. Mais l'avantage que ça a d'un point de vue visuel, graphique, c'est que voilà, lorsqu'on a un prix qui évolue de manière consensuelle, ou finalement sans grande tendance, on va avoir des bandes de Bollinger qui vont être relativement parallèles, ou qui oscillent de manière relativement plate, sans grande envergure, et un prix qui s'amuse un peu à jouer les bières à deux bandes, donc qui passe de part et d'autre de la droite centrale, qui est une moyenne mobile 20 périodes. Et donc on sait quand on est dans ces cas de figure-là, qu'on est dans une volatilité relativement faible, et en gros en range, quoi. Et lorsque la volatilité explose, on a les bandes de Bollinger qui s'écartent, tout simplement parce que avec un prix qui sort un peu de la norme précédente, eh bien, on modifie l'écart type, et cet écart type se calculant de part et d'autre de la moyenne mobile, fait que voilà, ces bandes, d'un point de vue purement mathématique, s'écartent, et c'est ça qui est intéressant pour nous. Autre point important à noter, c'est que dans les phases de range, de consolidation, on a des volumes qui sont relativement faibles, plus ou moins constants, avec parfois quelques petits sursauts gamma, des tentatives de casser ces bandes de Bollinger. Mais c'est vraiment quand on sort des bandes de Bollinger avec un volume qui explose, que là on peut vraiment dire qu'on a amorcé un mouvement qui peut être intéressant à surfer. Donc voilà un exemple. Vous avez deux types d'oscillations sur les bandes de Bollinger lorsqu'elles sont plus ou moins plates, flat en range. Vous pouvez avoir vraiment des droites parallèles, quasiment parallèles, le prix qui fait ch'touk 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 de part et d'autre de la moyenne mobile au centre. Et puis vous pouvez avoir aussi des oscillations un petit peu plus marquées. C'est le cas ici, on voit les bandes de Bollinger finalement à l'instar de quelqu'un qui respirerait. Il y a expiration, inspiration, expiration, ça s'écarte un peu, mais on peut les placer dans une espèce de rectangle. Et au final, le prix oscille quand même de part et d'autre de cette zone moyenne, qui est la moyenne mobile 20 périodes. Et donc on a à nouveau une bonne notion qu'on est en range. Donc c'est assez intéressant, je dirais, d'un point de vue graphique, d'avoir ce type d'information-là. Bien sûr, lorsque le mouvement explose, c'est-à-dire que lorsqu'on a vraiment une tendance qui apparaît, on a au premier abord un prix qui casse la moyenne mobile, la bande supérieure, par exemple, pour ce cas de figure-là qui est à la hausse. Le prix casse la bande supérieure de la couple de bandes de Bollinger, et il va avoir tendance à rester au-dessus de la moyenne mobile, celle qui est au centre. Et je dirais que ça se termine lorsque les bandes de Bollinger se mettent à converger, et qu'en plus le prix traverse la moyenne mobile centrale. Par exemple ici on voit que les deux bandes ici ne divergent plus, elles ne convergent pas non plus, mais elles ne divergent plus, elles sont plus ou moins parallèles. Ici elles se mettent à converger, mais voilà, on a le prix qui reste quand même au-dessus de la tranche supérieure de la bande de Bollinger. Et après le mouvement est reparti. Et à un moment donné quand même, on est rattrapé par le mouvement. Tout le monde qui est entré ici veut prendre un peu ses gains. Ici les bandes de Bollinger se mettent à converger. On casse la moyenne mobile 20 périodes. On voit qu'on joue un petit peu avec. Donc c'est caractéristique d'une fin de mouvement. Alors pour la représentation des bandes de Bollinger, ce que j'ai tendance à faire, moi, c'est un peu de bricoler les couleurs. Plutôt qu'utiliser les couleurs de base, je m'intéresse à faire ressortir lorsque la moyenne mobile, la bande de Bollinger supérieure diverge un petit peu de la moyenne mobile centrale, et la même chose en bas. Donc ça en fait c'est des couleurs tout simplement lorsque cette bande monte, et une couleur rouge lorsque cette bande descend tout simplement. Et donc comment on fait ça? Je vais vous faire voir ça tout de suite sur le graphique. Voilà. Donc c'est dans les propriétés des bandes de Bollinger. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, l'idée c'est tout simplement, on prend une base de moyenne mobile 20 périodes pour la courbe centrale. Alors, je vais peut-être cacher l'autre après parce qu'on va se mélanger les pinceaux. Voilà. Donc ça c'est la moyenne mobile 20 périodes simple.
La bande de Bollinger supérieure, ce que je fais, c'est que lorsque elle est en hausse, eh bien, je place une couleur verte. Lorsqu'elle est en baisse, hop, je place une couleur rouge. Et je fais l'inverse pour la bande de Bollinger inférieure. Et ça va me donner tout de suite cette visibilité de savoir que lorsque les deux sont rouges, eh bien, c'est qu'elles convergent. Lorsque les deux sont vertes, c'est qu'elles divergent. Et quand les deux sont alternées, c'est tout simplement, elles vont être plus ou moins parallèles, elles vont suivre le même mouvement et ne pas forcément être soit convergentes, soit divergentes, et en tout cas accompagner le mouvement du prix qui est en cours. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est regarder un petit peu comment se passent les différents scénarios de sortie d'une contraction de bande de Bollinger. Donc là, on a quelques exemples intéressants. On a, par exemple, ici, imaginons, alors je prends toujours cet outil-là, mais pour tracer, imaginons que voilà, on veuille rentrer sur une cassure de la bande de Bollinger avec du volume, donc c'est le cas ici, il y a quand même du beau monde. Vous entrez ici, voilà, je mets le cours d'entrée ici, et après qu'est-ce qui se passe? On a les bandes de Bollinger qui s'écartent, on a du volume, le prix se met à monter, il y a même un gap ici, puisque là je suis sur le CAC 40, donc je dirais il y a le gap de fin de journée. Et après, tout simplement, le prix monte, et tant qu'il monte et que les bandes de Bollinger ne convergent pas et qu'en plus le prix ne passe pas en dessous de la moyenne mobile 20 périodes, il n'y a pas lieu de s'exciter à revendre. Donc on peut garder sa position un bon petit moment et finalement se mettre à ressortir à peu près ici, quoi. Donc c'est assez intéressant. Ça, c'est le cas de figure où finalement tout se passe bien. On peut avoir des cas de figure un peu plus tordus. Alors, je vais essayer d'en trouver un. Ici, vous en avez un beau. Vous avez une consolidation qui n'est pas non plus très très longue, mais quoi qu'il en soit, c'était pourquoi pas un point d'entrée potentiel, notamment ici. On a en plus un peu de volume qui apparaît. On entre en position ici. Ça continue juste après. Qu'est-ce qui se passe? Boum! On se fait avoir. Le prix est venu directement taper la bande de Bollinger opposée et on s'en sort avec des pertes, tout simplement. Moi, j'appelle ça une arnaque. On a tout simplement mis une pièce dans le jukebox et la pièce a été avalée. Et puis, vous pouvez avoir un autre cas de figure où finalement, par exemple ici, vous pensez que le prix va bien partir. C'est le cas ici, vous entrez en position là, voilà, à peu près ici, et puis le prix, il végète, il fait rien, avant de décider soit de partir vraiment à la hausse, soit de toucher votre stop. C'est un peu comme un pétard mouillé, vous ne savez pas trop ce que ça va donner. Je dirais c'est essentiellement ces trois cas de figure qu'on va rencontrer et qu'il va falloir du coup, pour lequel il va falloir créer une stratégie, donc on va voir dans le deuxième module, pour accompagner le plus possible le prix et gagner statistiquement de l'argent. Donc pour récapituler, pour exploiter cette stratégie, donc on attend que les bandes de Bollinger se resserrent depuis un petit moment avec une volatilité en baisse. C'était le cas par exemple ici, c'est le cas également ici, c'est le cas ici, ça fait un petit moment que ça traîne. On voit que le prix se met à stagner, il y a plusieurs tentatives, une résistance commence à apparaître ici, plusieurs tentatives de passer à travers. Donc ça c'est un signe assez intéressant que ça peut exploser de manière assez forte. On va bien sûr regarder les volumes, ça on va en reparler un petit peu plus tard. À un moment donné, le prix clôture en dehors des bandes de Bollinger et il y a une hausse des volumes. Donc là on a les trois cas de figure. Premier cas de figure, ça part. Donc, si on est positionné, et bien on suit tranquillement le mouvement avec une stratégie qu'on va voir par la suite. On peut avoir aussi le phénomène de pétard mouillé. Donc ça part et puis finalement ça revient sur le cours d'entrée, ça ne sait pas trop ce que ça fait, ça se rapproche du stop loss. Donc là, il faudra appliquer une stratégie relativement défensive. Mais cette stratégie-là, il ne va pas falloir utiliser la même ici, parce que si on l'applique là, il faut quand même laisser la possibilité au prix de respirer. Sinon, on va se faire sortir très vite et rater peut-être toute la hausse qui suivra finalement le moment où on va sortir. Et puis bien sûr, il y a le cas de figure le plus redouté, l'arnaque. Vous entrez en position et peut-être une ou deux bougies après, boum, vous êtes en gros exécuté pour être sorti avec votre stop loss. Et là, on verra aussi qu'il y a des possibilités de limiter parfois la casse, pas toujours. Mais je dirais il faut avoir l'approche statistique et non pas se limiter uniquement à vouloir toujours avoir des trades comme ça pour pouvoir gagner sur le long terme. Alors on peut regarder sur plusieurs exemples, plusieurs titres. Vous pouvez regarder sur le CAC 40, vous pouvez regarder sur des titres peut-être un peu plus, où il y a plus de continuité. Alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre l'AUD USD là. Bon, ce ne sont pas des actions, on est d'accord. Mais il y a un côté intéressant aussi, c'est qu'on va avoir plus de cas de figure dans ce que exactement je viens de vous dire. Vous avez une consolidation, donc c'est la première chose à regarder, chercher une étape de consolidation du prix. C'est relativement visuel, je pense qu'on pourra créer un screener. Si je ne le fais pas tout de suite dans ma formation, je le rajouterai par la suite. Vous repérez en fait tous les cas où il y a des consolidations.
Donc vous en avez quelques-unes ici. Hein. Donc vous ne regardez pas les bandes de Bollinger, vous regardez justement les consolidations. Donc ici, pas très grande celle-là. Qu'est-ce qu'on a encore? On en a une assez flagrante ici. Là, vous en avez aussi. À chaque fois que ça consolide, je ne vais pas tous les mettre. Voilà. Maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau scénario. Donc ici, on a une cassure de la bande Bollinger inférieure, donc position à la baisse intéressante à prendre. Bon, on voit que voilà, c'est un peu pétard mouillé, hein, ça part et puis finalement, ça revient. Ici, c'est pas forcément pertinent, puisqu'on a une consolidation qui est pas très longue, hein, ça fait quoi, quelques bougies. Il se trouve que ça part par la suite et que là, c'était intéressant à prendre, mais ça, vous pouvez pas le savoir. En l'occurrence ici, celle-là était vraiment intéressante à prendre puisque si on appliquait une stratégie de suivi, on pouvait pratiquement aller jusqu'au bout. Ici, vous avez une consolidation également. Ça casse la bande de Bollinger supérieure, ça part. Bon, il y a un brutal retour de flamme. Donc là, on a intérêt à avoir une stratégie qui va au moins nous permettre de gratter un petit peu d'argent là-dessus, quitte à se faire sortir ici et non pas là. Hein. Mais voilà, hein, c'est un peu ce qui peut se passer. Les consolidations, finalement, on est dans des bandes de Bollinger qui s'écartent, comme c'est le cas par exemple ici. Bon, ben, on va éviter, tout simplement parce que pour cette stratégie-là, c'est pas adapté. Ici, c'est pas mal. Vous avez une consolidation qui apparaît, ça casse la bande de Bollinger supérieure. Pétard mouillé, ça revient sur le cours d'entrée, plus une fois, deux fois, puis il se passe rien. Donc bon, c'est un coup dans l'eau. Si on se débrouille bien, on peut ressortir au cours d'entrée, donc sans perte ni gain. Ici, on a effectivement une latéralisation, c'est même un effet, moi j'appelle ça un radiateur. Mais voilà, on a des bandes de Bollinger qui divergent, donc c'est pas des choses qu'on peut exploiter. La prochaine qui apparaît, c'est ici, où vous avez une consolidation, des bandes de Bollinger qui se resserrent. Peut-être pas longtemps non plus, mais bon, quoi qu'il en soit, ici ça casse. On a un retour de flamme, mais pas au niveau du cours d'entrée, pas très loin. Donc ça, c'est suivant l'interprétation qu'on va pouvoir prendre, soit un pétard mouillé, soit un départ intéressant. Bon, ça stagne quand même par la suite et je dirais si on reste trop longtemps, bah, on est perdant. Donc il y a des choses ici, on voit que quand ça manque de patates, bah, on va essayer de pas trop rester longtemps en position. Et là, par exemple, si vous prenez celle-ci, je pense pas que j'aurais prise parce que voilà, la consolidation se fait sur le côté supérieur de la bande de Bollinger. Ça casse effectivement, mais ici, et quand vous prenez position ici, vous avez effectivement quelque chose de très très brutal. J'aurais sans doute pas pris, mais voilà, si on était en position là, il faudrait trouver une stratégie qui nous permette d'accompagner le plus possible du prix, le prix, hein, et lorsqu'il y a le retour de flamme, bah, de pouvoir sortir assez vite, parce que si on a on a quelque chose d'assez violent dans un sens, on peut s'attendre à un retour dans l'autre sens, et donc redonner ses gains au marché assez vite, donc il faut trouver une stratégie qui permette d'éviter ça, et c'est justement ce qu'on va voir dans le deuxième module.